j'ai pas vu le MGC mobilisé, j'ai pas vu le COJEP mobilisé. Il y a eu des appels dans des médias un peu partout. Oui, mais les appels, ça ne suffit pas. Vous savez, chez nous, mobiliser un militant, c'est d'abord lui permettre d'avoir un certificat de nationalité, de lui permettre d'avoir tous les instruments qui lui permettent de s'inscrire sur la liste électorale. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, donc il y a toute... C'est la raison pour laquelle l'opposition appelle à refaire une RLE encore cette année avant les élections. Oui, non, aujourd'hui c'est trop tard. Il y a un budget qui est alloué à la CEI pour le faire. Oui, mais le budget est utilisé pour organiser les élections. On ne va pas quand même tout le temps, à supposer que on ouvre demain la révision de la liste électorale, on va l'arrêter. Après, d'autres opposants viendront dire non, la liste... mais au moins, s'ils font la RLE, ils pourront répondre à la demande. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut être... C'est la diversion pour vous? Oui, moi je pense que c'est la diversion. Bonsoir à tous, nous recevons ce soir le professeur Pierre Dago-Godé. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de la commune de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire. Avec vous, on parlera de l'actualité politique en Côte d'Ivoire marquée par l'élection présidentielle d'octobre prochain. On parlera aussi de la situation internationale, la situation dans l'AES, les relations AES-CEDEAO. On parlera aussi du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, un sujet qui vous passionne, je sais très bien. Bien sûr. Mais d'abord, on parlera rapidement du FPI, votre ancienne, enfin je ne sais pas si je peux dire votre ancienne ou votre actuelle famille politique. Ma famille politique. Votre famille politique, ok. Le jeudi 26 décembre 2024, le tribunal de première instance d'Abidjan a rejeté votre requête en invalidation du congrès ordinaire des 8 et 9 novembre, la jugeant non fondée. Comment vous avez accueilli cette décision? Écoutez, d'abord je suis avocat. Donc, je n'aime pas commenter sur les plateaux les décisions de justice. Voilà, j'ai commis des avocats pour défendre les intérêts du Front populaire ivoirien que j'incarne. Donc, nous avons pris acte de la décision. Les avocats font leur travail. Je pense que nous avons décidé ensemble d'interjeter appel de cette décision parce que nous estimons que jusqu'à preuve du contraire, le Front populaire mérite mieux. Donc nous irons en appel et puis après, au besoin, nous irons jusqu'en cassation. Donc ce n'est qu'un processus. En tout cas, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. En tout cas, du côté du FPI, hein, on considère que cette décision consacre la légalité du Congrès, les décisions qui ont été prises. Non, du côté du FPI de Pascal Affi-N'Guessa. Parce que nous avons ces deux fractions qui s'opposent. Voilà, il y a le. C'est d'un point de vue légal, c'est eux qui sont reconnus. Bon, du point de vue légal, pour l'instant. Mais la justice est un processus en 3 phases. Donc, pour nous, nous incarnons encore la légitimité du Front populaire ivoirien. Donc, nous travaillons sur le terrain et aujourd'hui, nous pensons avoir réuni le maximum de militants. Donc, nous attendons qu'on ira en appel et puis en appel peut-être au besoin en cassation. Mais pour l'instant, nous travaillons sur le terrain. Et donc, vous ne reconnaissez toujours pas cette candidature de Pascal Affi-N'Guessa, le Congrès qui s'est... Non. Je pense que c'est une question de cohérence. Voilà. Donc on attend la décision. Il faut que la décision ait autorité absolue de la chose jugée pour qu'elle s'impose à nous. Pour l'instant, c'est une autorité relative. Donc nous allons mettre en place toutes les procédures judiciaires pour que force reste à la loi. Mais certains diront que c'est une manière de gagner du temps face à ce qui reste une évidence aujourd'hui. Or, une évidence, oui, mais la politique, c'est un processus, et un long processus. Voilà, donc nos militants sont sur le terrain, nous travaillons dans le cadre de notre partenariat avec le RHDP. Voilà, nous avons nos bases, nos structures, voilà, donc nous n'avons rien à craindre pour l'avenir du Front populaire ivoirien, parce que nous incarnons l'avenir du Front populaire ivoirien. Et à combien de militants on peut estimer cette branche-là dissidente aujourd'hui? Je pense que, je crois que une estimation, ce serait être peut-être prétentieux, mais en tout cas, nous pensons avoir la majorité des militants avec nous parce que quand nous regardons nos 31 délégués régionaux que nous avons déjà installés, quand nous regardons tous ces militants chaque jour, mais Affi reçoit chaque jour des démissions de militants qui ne veulent plus continuer avec lui et qui nous rejoignent. Donc, je ne pourrais pas vous donner un chiffre en termes de statistiques, mais
tout le travail que nous avons fait à Saint-Fra, dans l'Indénié du Hablin, bientôt dans le Gore, etc. Il y a un travail qui est fait sur le terrain. La politique, c'est d'abord la mobilisation sur le terrain. Et depuis notre dernier entretien, depuis cette requête, est-ce que vous avez renoué des contacts indirects ou directs avec le président du Front populaire ivoirien, Pascal Nguessan? Non. On peut dire que la rupture est totalement consommée entre vous deux? En tout cas. En tout cas. Pour l'instant, en tout cas. Vous avez parlé de partenariat avec le RHDP, la présidentielle se profile à l'horizon. Est-ce que vous envisagez, vous, perpétrer, continuer votre agenda avec le RHDP et éventuellement soutenir le candidat de la majorité présidentielle pour la prochaine présidentielle? Pour nous, les choses sont claires. Pour nous, il faut d'abord renforcer ce partenariat et on va le renforcer à 2 niveaux. Ou bien nous discutons avec nos amis entre nous d'abord pour décider du choix de notre candidat. Dans les cas contraires, nous allons soutenir le candidat du RHDP. Pour nous, c'est clair. On n'a pas à tergiverser, à jouer la démagogie. Ou on a un candidat, ou on soutient le candidat du RHDP. Mais ça, c'est les militants qui décideront. Est-ce que vous vous définissez aujourd'hui encore comme un homme de gauche? Mais vous n'avez pas entendu la déclaration de Simone Gbagbo? Les coalitions en Côte d'Ivoire se font sur la base non idéologique. Donc être militant de gauche aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire en Côte d'Ivoire. La preuve de Simone Gbagbo et tous les restes qui ont combattu le PDCI pendant 30 ans font une coalition avec le PDCI aujourd'hui. Et elle a été claire là-dessus. Et vous, donc, en licence politique, vous partagez ces propos? À partir du moment où on peut faire des coalitions non idéologiques, pourquoi est-ce que nous, on se générait de faire une coalition avec le parti au pouvoir? Enfin, Simone Gbagbo, c'est Simone Gbagbo, mais non, vous êtes professeur de sciences politiques. Oui, non, mais c'est ça la cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit dans la dernière interview, quand on parlait du partenariat, Afi nous a fait comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des coalitions idéologiques. Donc, dès lors que le jeu politique est ouvert, tout le monde adopte une attitude réaliste, voilà, pour défendre ses intérêts. Donc, je l'ai même dit à 2 occasions, moi, je suis avec à Yopougon, avec le maire Adama Bictogo. Je suis le vice-président de la commission lutte contre la pauvreté. Je constate que le maire Adama Bictogo fait beaucoup de social, mais je suis socialiste, ça me satisfait, donc je continue avec. Donc vous ne vous définissez pas aujourd'hui comme un opposant? Non, je ne suis pas un opposant. Opposé à qui? Je suis partenaire du RHDP, donc je ne suis pas un opposant. Donc éventuel soutien du président Ouattara s'il se présente? Oui, je le ferai, sans état d'âme. Si je vous dis Cap Côte d'Ivoire, vous pensez à quoi? Au Cap de Bonne-Espérance. Enfin, pas de ces caps-là. Pas de coalition pour l'alternance pacifique. Oui. C'est cette coalition de l'opposition composée de certains partis politiques comme le PDC-RDA, le MGC de Simone Gbagbo, le COGEP de Charles Le Goudé, à l'absence du GPA de Guillaume Soro et le PPAC de Laurent Gbagbo. Que vous inspire cette démarche de ces partis d'opposition aujourd'hui? Bon, je pense que c'est une bonne démarche puisque ces partis d'opposition s'inscrivent déjà dans un esprit de paix et c'est ce que nous voulons parce que avec tout ce que nous avons vécu ces dernières années, il est important que le débat politique se tienne dans la paix, dans la non-violence. Nous l'avons dit à plusieurs occasions. Donc, c'est une coalition politique voilà, qu'il faudra juger aux actes. Pour l'instant, elle vient d'être créée, mais en même temps, en face de cette coalition de l'opposition, il y aura une coalition de partis au pouvoir. Voilà. Donc vous ferez sûrement partie, d'après ce que vous nous dites. Donc, en Côte d'Ivoire, nous allons fonctionner en termes de coalition désormais, et je pense que c'est la démocratie qui gagnera. Et chacun choisira son camp, et c'est très bien pour la transparence. En parlant de transparence, est-ce que les conditions, selon vous, sont réunies pour aller aux élections? Je pense que le débat a été lancé, la commission électorale s'est expliquée. Voilà, aujourd'hui, donc tout le monde se prépare pour aller aux élections. En parlant de commission électorale, le président de la CEI a refusé l'appel de l'opposition de lancer une RLE, la révision de la liste électorale, avant les élections présidentielles. Est-ce que vous comprenez le choix du président de la CEI? Bon, écoutez, je pense que la CEI s'est suffisamment expliquée sur cette question. Le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est qu'on attend toujours la veille des élections pour poser les problèmes.
Or, un processus électoral s'organise dans la durée. Et c'est tout le problème. Le président de la CEI a expliqué qu'en l'état actuel des choses, la révision électorale est terminée. Maintenant, l'opposition... C'est la loi... Parce qu'en son temps, on est quand même dans le marigot politique. En son temps, au moment où on appelait les Ivoiriens à s'inscrire sur la liste électorale, les partis de l'opposition n'ont pas mobilisé leurs militants. Il y a eu des appels quand même. Il y a eu des appels. Je vous dis que moi, j'étais sur le terrain. Ils n'ont pas mobilisé les militants. Moi, je n'ai pas vu des militants de... J'ai vu des militants du PDCI. Le PDCI a mobilisé. Le PPACI aussi a fait Non, j'ai pas vu... À Yopougon, en tout cas, j'ai pas vu le PPACI mobilisé. J'ai pas vu le MGC mobilisé. J'ai pas vu le COGEP mobilisé. Il y a eu des appels dans des médias un peu partout. Oui, mais les appels, ça ne suffit pas. Vous savez, chez nous, mobiliser un militant, c'est d'abord lui permettre d'avoir un certificat de nationalité, de lui permettre d'avoir tous les instruments qui lui permettent de s'inscrire sur la liste électorale. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, donc il y a tout... C'est la raison pour laquelle l'opposition appelle à refaire une RLE encore cette année avant les élections. Oui, non, aujourd'hui c'est trop tard. Il y a un budget qui est alloué à la CEI pour le faire. Oui, mais le budget est utilisé pour organiser les élections. On ne va pas quand même tout le temps, à supposer que on ouvre demain la révision de la liste électorale, on va l'arrêter, après d'autres opposants viendront dire non, la liste... Non, mais au moins s'ils font la RLE, ils pourront répondre à la demande. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut être... C'est la diversion pour vous? Oui, moi je pense que c'est la diversion. L'opposition n'a qu'à mobiliser ses militants et puis, pour aller aux élections tout simplement. Moi j'ai un exemple à Yopougon. À Yopougon, notre électorat se situe autour de 500 000 électeurs. Mais généralement, c'est moins de 100 000 personnes qui votent. Donc le problème n'est pas tellement sur la liste électorale, c'est la capacité à faire sortir les militants pour aller voter. L'exemple de Yopougon est clair, 500 000 électeurs. Mais à Yopougon, jamais on a atteint le cap de 100 000 électeurs quand on va au vote. Donc il y a quand même, il y a encore des électeurs à mobiliser, à faire sortir des maisons pour qu'ils aillent voter, parce qu'ils sont sur la liste électorale. Donc en fait c'est un débat politique, voilà, c'est un débat politique. Sinon les gens savent qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale, il suffit de les mobiliser, de les appeler à sortir pour que les gens aillent voter. Et le vote fera la différence. La preuve à Yopougon, aux législatives de 2020, le EDS à l'époque et le PDCI, quand ils ont mobilisé, ils ont battu les RHDP aux législatives. Aujourd'hui, Michel Gbagbo est député avec 5 autres députés du PDCI et du FP. Donc c'est la mobilisation, il faut faire sortir les gens de leur maison. Donc ce n'est pas tellement... Je pense que les manifestations, les derniers meetings du président Gbagbo et du président Tcham montrent que l'opposition mobilise mais quand voilà. même. Non, c'est pour ça qu'il faut ouvrir... il faut faire la différence entre la foule et les électeurs. Parce que ça aussi, en Côte d'Ivoire, les gens l'oublient. À Yopougon, vous pouvez faire un meeting avec 10 000 personnes. Le jour du vote, vous aurez 1000 personnes. C'est ça, parce que la foule vient, pour eux, c'est un spectacle. Surtout que quand il y a les médias, on fait venir des artistes. C'est pas le RHGP aussi. Oui, non, je veux dire, voilà, je veux dire, nous on l'a vu, pendant la campagne au municipal, à Yopougon par exemple, on avait des meetings de 10 000, 15 000 personnes, mais quand on allait au vote, il n'y a eu que 100 000 personnes qui ont voté. Et ça, tu te dis, mais... Pourquoi est-ce que tout ce monde sort et tout ce monde... Parce que tout ce monde a un désintérêt pour la politique en réalité. Les gens, avec tout ce que nous avons vécu ces 10 dernières années, les gens sont plus préoccupés à leur quotidien. Donc c'est un débat politique qui a sa place. Hein. Je ne rejette pas le débat politique qui a sa place. C'est un débat qui a besoin de se tenir, mais pour notre part, la révision de la liste électorale, tout dépendra. Une dernière question sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire avant de parler de l'actualité internationale. Est-ce qu'une élection peut être libre, transparente et apaisée sans la participation de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro? Pourquoi pas? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont indispensables à la Côte d'Ivoire. Si il n'y a pas une forme d'injustice que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, selon vous? En 2000, Alassane Ouattara n'était pas candidat, Bédié n'était pas candidat. Gbagbo était seul contre Guéhi. On a quand même des précédents. Donc pourquoi se focaliser? Enfin, il a fait tout pour qu'il puisse se retrouver sur la liste électorale et participer aux élections en 2010. Oui, mais pourquoi à son tour il y a une forme d'injustice? Non, bon, écoutez, si vous pensez que c'est une forme d'injustice... Enfin, ce sont les propos de ses partisans. Bon, s'ils estiment que c'est une injustice, bon, mais c'est à eux de chercher à la réparer. Ils ont deux voies. La première voie, soit ils saisissent la justice pour rouvrir le dossier, soit ils voient une négociation politique
pour qu'une loi d'amnistie soit prise en Côte d'Ivoire. Parce que je pense que ces personnalités ont été omises de la liste électorale suite à des condamnations judiciaires. Mais en fait, c'est assez paradoxal pour ça, parce qu'ils sont en liberté, ils font des meetings, et ils ne sont pas sur la liste électorale. Oui. Autant purger les peines en prison s'ils sont condamnés. Oui, non, mais ça dépend de la justice ivoirienne. C'est que la justice ivoirienne est assez, assez lunaire quand même. On a du mal à expliquer même à un enfant. On peut condamner sans mettre sous mandat de dépôt, comme on peut condamner mettre sous mandat de dépôt. Donc ce sont des choix du tribunal. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser. Si on raisonne en termes de il n'est pas sur la liste, celui-là n'est pas sur la liste électorale, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, Soro-Guillaume n'est pas sur la liste électorale, donc c'est une injustice. Alors, finalement, à quoi servent les institutions? Je pense que, et ça je l'ai dit à plusieurs occasions, si on veut rester dans le jeu politique, ce sont des acteurs politiques. Ils savent les voies, les canaux qu'ils peuvent utiliser pour qu'ils puissent avoir leur nom sur la liste électorale. Et en l'état actuel des choses, pour moi, il y a la négociation. Et la porte n'est pas fermée. Pour négocier, il faut être deux. On espère. On sait pas si... Laurent Gbagbo, c'est un ancien chef d'État. Il a le numéro de téléphone du président Alassane Ouattara. Il peut l'appeler. Ils sont en contact. Parce que la FNGS considérait, par exemple, que une nouvelle candidature du président Ouattara mettrait un peu le pays sous tension. Est-ce que vous partagez ces propos? Est-ce que, selon vous, le président Ouattara doit se représenter encore pour un 4e mandat selon ses opposants, un 2e mandat à la 3e République selon ses partisans? Écoutez, les propos de Pascal Affi-N'Guessa n'engagent que lui. Hein. Moi, je n'ai pas à répondre. À partir du moment où rien n'interdit au président Alassane Ouattara d'être candidat, il peut être candidat. Très bien. Le président du Ghana, le président ghanéen était en visite en Côte d'Ivoire. Il a appelé, enfin, le président Ouattara lui a demandé de mener des missions de bons offices, pour dire les choses, envers les pays de l'AES afin qu'ils reviennent dans la maison CEDEAO. Est-ce que vous croyez aujourd'hui en ce retour? Est-ce que vous comprenez la décision du Mali, du Burkina Faso, du Niger de se retirer de la CEDEAO aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Moi, je respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, que le Burkina, le Mali, le Niger se retirent de la CEDEAO, c'est leur droit. Si on reste dans la logique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Maintenant, sur la question de revenir à la CEDEAO, oui, parce que si vous êtes pour l'unité africaine, voilà, il faut que cette unité commence par la sous-région. Mais je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Il y a eu bien le Brexit en Europe. L'Angleterre est bien sortie. Justement, donc, pourquoi on a du mal à reconnaître une coexistence aujourd'hui CEDEAO-AES? Non, non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les gens veulent en faire un débat, veulent polémiquer sur cette question. Moi, je pense qu'ils sont libres de sortir de la CEDEAO. Maintenant, le président du Ghana, au nom de l'unité africaine, parce qu'il ne faut pas oublier que le Ghana et reste le chantre de l'unité africaine, veut les ramener dans la communauté. C'est une très bonne démarche parce que unis, nous serons plus forts. Donc, si on reste dans cette logique, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas dramatiser. Moi, je crois qu'il y a quand même près de 6 millions de ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire. Donc, il y aura toujours des passerelles de communication. Mais les gens veulent poser ce problème en termes d'antagonisme entre la CEDEAO et l'AES. Moi, je n'en vois pas l'utilité. Je pense que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens sont libres de sortir de la CEDEAO et il appartient à la CEDEAO de tenir compte de ce qu'on lui reproche. Voilà, la CEDEAO d'en tenir compte, d'améliorer ses institutions de telle sorte qu'à l'avenir, d'autres États ne se retirent pas. Mais il ne faut pas dramatiser. La vie politique fait partie des unions, des désunions. Je pense, donc il faut le prendre comme tel. C'est aussi un camouflet pour la CEDEAO, il faut dire les choses. Mais là, en politique, il y a toujours des camouflets. Est-ce que c'est nouveau parce que c'est un camouflet? Ce n'est pas nouveau. En quoi ça? Est-ce que le fait que ce soit un camouflet, le Burkina n'est pas au nord de la Côte d'Ivoire? Le Mali est au nord de la Côte d'Ivoire? Les États ne changent pas d'adresse. Il y a 6 millions de ressortissants de l'AES en Côte d'Ivoire.
que ce soit un camouflet ou pas. Les faits sont là. Nous partageons les mêmes problèmes politiques, les mêmes problèmes économiques, etc. Donc, il ne faut pas dramatiser. Un camouflet pour la CEDEAO, non. Je pense plutôt que la CEDEAO doit tenir compte des reproches que lui font ces trois pays. Ces trois pays reprochent à la CEDEAO son manque d'autonomie, son influence par des puissances étrangères, principalement la France. Voilà, c'est ce qu'il dit, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Donc, il faut rabattre les cartes pour dire que si vous voulez que les gens reviennent, il faut que la CEDEAO soit de plus en plus autonome. Et l'autonomie passe par le fait que la CEDEAO s'autofinance. Parce que le fait d'être financé par des institutions extérieures comme l'Union européenne, mais il va sans dire que celui qui donne son argent a vous d'influence. Et dans ce vent de souverainisme qui souffle, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a encore sa place dans la CEDEAO? Bon, vous parlez de... Oui, mais écoutez, la question de la souveraineté, franchement, est-ce qu'il y a des États souverains? C'est quoi la souveraineté pour vous, oui, professeur? Voilà, c'est ça. Hein? Parce que la souveraineté, c'est... D'abord, la souveraineté est une notion politique, voilà, qui signifie l'autonomie exclusive, la compétence d'un État sur tout ce qui s'exerce sur son territoire national, mais en même temps l'autonomie vis-à-vis de l'extérieur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une souveraineté? On a vu ce qui se passe en Ukraine. Quand vous voyez la position des États-Unis, est-ce que l'Europe, les pays européens sont des États souverains? C'est ça la problématique. Donc les paradigmes changent. Donc en Afrique, les souverainistes, comme il y a souveraineté, il y a autonomie stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, le débat américain... Parce que les souverainistes africains, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent? L'Afrique, dans la géopolitique mondiale, a une position faible, mais en même temps... c'est intéressant ce que vous dites, professeur, avec le retour de Donald Trump. Comment l'Afrique peut se positionner dans ce nouvel ordre mondial qui se profile aujourd'hui? Oui, je dis qu'aujourd'hui, d'abord, l'Afrique a besoin d'institutions solides, parce que le problème en Afrique, c'est que nous vivons de façon chronique dans une sorte d'instabilité politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... dans des pays africains, vous pouvez vous attendre du jour au lendemain un changement brutal. Il faut que nous arrivions, je n'ai pas la solution, mais il faut que nous arrivions à construire des institutions, des États où, comme les Ghanéens l'ont réussi, les hommes passent mais les institutions restent. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il faut consolider nos institutions. Deuxièmement, il faut que la question de l'alternance politique ne soit plus une question de vie ou de mort. Voilà, parce que c'est un peu cela. Il faut que ce soit quelque chose de normal. Et puis, c'est ce que je pense. Puis, il faut... la politique, c'est vrai que la politique, il y a beaucoup d'enjeux, mais c'est un jeu. Donc, il faut accepter les victoires des uns, les défaites des autres, et il faut encourager ceux qui ont perdu à s'améliorer pour la reconquête du pouvoir, mais il faut arrêter d'être focus de façon antagoniste sur les problèmes politiques, comme si en dehors de la politique, il n'y avait pas autre chose à faire dans un pays. Et est-ce que le retour de Donald Trump est une chance pour l'Afrique? Mais Donald Trump, c'est pas un Africain. C'est le leader du monde libre. Non. Le président de la plus grande puissance mondiale, donc forcément, en termes géopolitiques. Oui, mais en termes de... Non, on ne peut pas le dire parce que, vous voyez un peu aujourd'hui, l'arrivée de Donald Trump pose beaucoup de problèmes à la science politique. La preuve, la politique sérieuse des États-Unis a toujours été la promotion de la démocratie partout dans le monde. Or, aujourd'hui, on va, par exemple, régler le problème de l'Ukraine en Arabie Saoudite. Quel message vous faites passer? Voilà. Habituellement, quand vous regardez tous les livres d'histoire, tous les grands problèmes politiques européens se sont résolus soit à Versailles, soit à Genève. Aujourd'hui, on décale, tout se passe en Arabie Saoudite ou au Qatar. C'est quoi? C'est le déclin de l'Europe aujourd'hui auquel on assiste? L'Europe n'est plus le centre du monde. Et la démocratie n'est même plus un paradigme universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États se sont mis dans une position réaliste du jeu politique. La fin justifie les moyens. Sinon, on ne peut pas régler... on est en Arabie, mais l'Arabie Saoudite, ce n'est pas la démocratie au sens occidental que nous connaissons.
mais c'est une puissance, c'est-à-dire qu'un État qui a des institutions stables, qui apporte le bien commun à ses populations, est beaucoup plus respectable qu'une démocratie ou dans la pauvreté, par exemple. Là, je m'adresse vraiment aux professeurs. Là. On entend certains analystes dire que c'est la fin de l'époque où on profitait des dividendes de la paix. Est-ce que vous sentez là les risques d'une troisième guerre mondiale lorsqu'on voit que la Russie est en train de monter en puissance sur son armement? Est-ce que le monde se tourne aujourd'hui vers une troisième guerre mondiale, professeur? Écoutez, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, quand vous connaissez l'histoire de la Russie et de l'Occident, c'est je t'aime moi non plus. Donc, ils ont toujours été dans cette position amis, ennemis, voilà, partenaires, adversaires. Ça, c'est les relations de la Russie et l'Europe. Non, une troisième guerre mondiale, je pense que le monde est arrivé à un tournant où ce n'est plus la guerre qui devient un paradigme, c'est plutôt la paix. Mais en tout cas, les services de renseignement danois et estoniens, si je ne me trompe pas bien, qui ne sont pas loin de la Russie. Il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de manipulations. Oui, il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de manipulations. Je pense que les hommes politiques du XXIe siècle sont assez matures pour comprendre qu'une guerre, aujourd'hui, ne sera qu'une guerre nucléaire. Voilà, entre la Russie et l'Europe. Et tout le monde y perdra. Donc, ils ont des lignes rouges, ils savent comment ils se parlent. Voilà, et donc, il ne faut pas effrayer l'humanité. Et vous êtes à Paris, dans le cadre du Salon africain du livre de Paris. Vous allez présenter un bouquin, c'est bien ça? Oui, je vais présenter 2 ouvrages, La diplomatie africaine, théorie et pratique, qui est un vieux livre, ce livre a 10 ans. Mais là, j'ai une nouveauté. Voilà, Aristote, la politique et l'exercice du pouvoir en Afrique, où j'essaie de démontrer que la démocratie n'est pas seulement la démocratie ne doit pas être électorale ou électoraliste uniquement. La démocratie, c'est toute une culture, c'est l'éthique de la responsabilité, c'est la volonté de construire le bien commun des populations. C'est, comme dit Aristote, c'est la raison, il faut sortir des émotions, etc. Je pense qu'on aura le temps de débattre de cela le samedi ici même à Paris. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être passé sur mon plateau. Toujours un plaisir de vous retrouver, comme je disais, des bords de la fac au plateau télé. C'est l'histoire qui s'écrit sur Global Africa Télé Sud. Portez-vous bien et à bientôt. Merci beaucoup.